Bien, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en accueillant France Télévisions, en les personnes de monsieur Laurent-Éric Lelay, directeur des sports, monsieur Christophe Tardieu, secrétaire général, et monsieur Florent Humez, directeur des relations avec les pouvoirs publics. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Après avoir entendu beaucoup d'acteurs du sport depuis le mois de juin, nous entamons cette semaine une nouvelle phase d'audition en recevant des acteurs du monde audiovisuel. France Télévisions en fait naturellement partie. En tant que diffuseur historique de nombreuses compétitions, vous êtes au cœur de l'environnement de la diffusion du sport à la télévision. Des Jeux Olympiques au Tour de France, en passant par Roland-Garros, vous diffusez chaque année un grand nombre d'événements sportifs avec de belles audiences. Je vous serai reconnaissant de nous en présenter les principales données et de nous présenter votre vision du marché des droits sportifs aujourd'hui. Il y a eu pendant quelques jours au printemps des idées de Ligue 2, voire de Ligue 1 sur France Télévisions. Je crois que vous êtes très sollicité pour diffuser du football de diverses manières depuis de nombreuses années, ce que vous faites d'ailleurs avec la Coupe de France. Vous pourrez donc nous présenter ce qu'il en est aujourd'hui avec les opportunités comme les perspectives que vous identifiez pour la suite, concernant notamment l'évolution des modèles de diffusion. Sans plus attendre, je vous cède la parole, monsieur Lelay, pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec notre rapporteur Cédric Rousset. Vous voulez prendre la parole avant, monsieur Tordieu? Si ça vous ennuie pas. Sans problème. C'est ici, voilà. Merci beaucoup. Non, c'était juste pour... Évidemment, on va se partager de toute façon la parole avec Laurent-Éric et avec Florian, mais peut-être apporter rapidement un petit propos liminaire pour vous dire que pour nous, évidemment, nous sommes extrêmement heureux de participer et d'être auditionnés par cette mission, parce que c'est un sujet qu'on a déjà eu souvent l'occasion de rappeler devant la représentation nationale. Je pense par exemple à une récente rencontre avec l'amicale des parlementaires spécialistes dans le rugby, où on a longuement évoqué le cas du magazine Rencontre à 15. Et vous pouvez d'ailleurs noter que nous avons tenu nos engagements. Les engagements que nous avions pris, nous les avons tenus, ce qui était la moindre des choses. Mais on avait eu l'occasion déjà d'échanger là-dessus et on vous avait dit qu'on était extrêmement demandeurs pour pouvoir justement s'exprimer devant la représentation nationale pour vous faire part d'un certain nombre de nos préoccupations. Peut-être pour commencer, vous dire que naturellement, France Télévisions est un acteur historique de la diffusion des événements sportifs en France. Quelques chiffres rapidement, 4665 heures de sport en 2019, plus de 4000 en 2020 sur toutes nos antennes outre-mer compris. 822 heures de direct sur nos chaînes linéaires, c'est-à-dire sur les chaînes auxquelles tout le monde a accès, avec les grands rendez-vous que vous avez évoqués, le Tour de France, les Jeux Olympiques, le rugby, etc. Plus de 153 disciplines sportives abordées. Donc vous voyez un spectre extraordinairement large. Et surtout ne pas oublier que nous sommes la seule télévision qui dispose d'une émission quotidienne et hebdomadaire intégralement dédiée au sport. Et par ailleurs, une diffusion croissante sur le numérique. Donc pour nous, en effet, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme vous avez pu le remarquer, à travers certains événements tout à fait exceptionnels, eh bien, France Télévisions n'hésite pas à effectuer une exposition la plus large possible de différentes disciplines. On peut par exemple penser aux Paralympiques. Je vous prie de m'excuser, aux récents Paralympiques qui ont été très largement diffusés sur l'ensemble de nos antennes. Et ce qui naturellement est pour nous une vraie fierté pour toutes les équipes. Et par ailleurs, ce n'était pas une petite performance compte tenu des conditions dans lesquelles tout ça a pu se dérouler au Japon. Combien d'heures au passage, monsieur le secrétaire général? Une centaine. Une centaine. Centaine d'heures. Oui. Voilà. Ce qui, en effet, compte tenu de l'événement, est extrêmement important. Et puis, derrière, nous nous préparons naturellement à la perspective des JO de Paris, pour lequel, évidemment, nous avons les droits sur les épreuves des Jeux Olympiques classiques, si je puis dire. Et comme vous le savez sûrement, il y a des discussions en ce moment sur les Paralympiques qui ont lieu. Alors, vous me direz, avec une pareille présentation, pour se dire, finalement, tout va bien, il n'y a aucun problème, et continuons ainsi, et embrassons-nous Folleville à la fin, mais ce n'est pas tout à fait la situation. D'abord parce que je ne vous apprendrai pas que nous avons constaté une inflation
extraordinairement importante des droits sportifs, ces derniers ont été multipliés par 3 sur les 20 dernières années. Et que l'on voit apparaître de nouveaux acteurs dans le domaine des droits sportifs, avec lesquels la compétition n'est absolument pas égale à plusieurs titres. D'abord, ils ont des moyens qui n'ont absolument rien à voir avec les nôtres. On peut naturellement penser à Amazon sur Roland-Garros, on peut penser à certaines autres grandes plateformes qui ont des idées très précises sur les droits sportifs. Donc, ils ont des moyens totalement démesurés et pour eux, faire un énorme chèque ne leur pose aucun problème. Deuxièmement, nous n'avons pas la même réglementation. Il y a, par ailleurs, la publicité ne nous est pas permise après 20 heures. Il y a certains secteurs qui ne peuvent pas non plus faire l'objet d'expositions publicitaires. Donc on n'est pas non plus, d'un point de vue réglementaire, à taille égale avec ces derniers. Et donc, oui, ça nous préoccupe. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est la dernière compétition de Roland-Garros. Comme vous le savez, Amazon avait remporté la possibilité de diffuser les matchs le soir. Bon. Est-ce que c'est une tentative? Est-ce que c'est une incursion? Est-ce que c'est au contraire le démarrage d'une politique extrêmement plus élevée? Ça, personne ne sait trop bien. Et puis par ailleurs, autant les fédérations sportives, de par le passé, ont toujours pu travailler en bonne intelligence avec nous, mais je pense aussi à nos collègues de TF1, de Canal ou d'autres. Mais on a quand même bien vu que l'affaire Mediapro a quand même révélé un certain nombre de dérives particulièrement préoccupantes, alors que je dirais qu'il suffisait de faire une simple règle de 3 pour voir que économiquement, l'opération n'était pas viable. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi à un certain nombre d'items qu'on pourra aborder avec vous si vous le souhaitez naturellement. Nous pensons qu'il faut renforcer la réglementation sur les événements d'importance majeure, parce que le décret 2004, qui est un excellent texte que nous approuvons pleinement, a 16 ans. Donc il mérite très vraisemblablement d'être réactualisé, d'autant plus qu'on a vu des évolutions sur le sport, avec notamment certaines disciplines collectives, avec du sport féminin en discipline collective qui prend de plus en plus d'importance, et qu'il serait peut-être intéressant de protéger. Cela nous amène aussi à considérer que si l'on veut que France Télévisions, premier média des Français, gratuit, accessible dans tout le territoire, continue à diffuser des grands événements sportifs, il faut aussi que nous puissions répondre aux appels d'offres qui sont lancés, ce qui veut peut-être dire qu'il nous faut des ressources complémentaires. Et là, je pense par exemple à la publicité après 20 heures, qui serait quelque chose d'extrêmement important pour nous permettre de demeurer compétitifs. Je l'évoquais il y a quelques instants, on ne sait pas si sur les droits des Paralympiques de 2024, on sera en capacité de faire une offre suffisamment attractive pour pouvoir être tenu. C'est un sujet. Et par ailleurs, ce n'est pas ici que je viendrai plaider pour une augmentation de la redevance audiovisuelle. Donc, évidemment, il faut aussi que nous puissions, nous, jouer, non pas dans la cour des grands, parce qu'on n'aura jamais les moyens d'un Amazon ou d'un Netflix, mais enfin, en tout cas, nous permettre quand même de pouvoir acquérir un certain nombre de droits. Et puis, dernier point sur lequel, si vous le souhaitez, on pourra également échanger, nous pensons que il y a peut-être besoin d'une certaine forme de régulation dans ce dispositif d'appel d'offres, dans ces dispositifs d'appel d'offres. Et que je pense que si une autorité administrative indépendante avait pu intervenir au moment de l'appel d'offres de la Ligue de foot sur Mediapro, peut-être qu'on se serait rendu compte que les conditions n'étaient pas viables et qu'on se serait certainement épargné beaucoup de difficultés de tous les côtés. Dernier point. Nous croyons beaucoup, évidemment, dans la diffusion du sport. Nous croyons, en effet, à la nécessité pour France Télévisions de continuer à distribuer des grands événements. Néanmoins, et par ailleurs, on voit bien que dans tout le dispositif qui a été mis en place par l'État pour soutenir notamment les ligues professionnelles,
C'est beaucoup d'argent public qui a été mis pour sauver ces ligues professionnelles. Évidemment, c'était une très bonne chose, mais nous aussi, nous utilisons l'argent public et il nous semble qu'il ne serait pas complètement absurde de faire en sorte que tout cet argent public qui est mis pour permettre l'organisation et la diffusion de grands événements sportifs, le public français dans son ensemble, à titre gratuit, puisse continuer à en bénéficier. Et on sera naturellement ravis de répondre à toutes d'autres questions. Et puis je vais peut-être laisser Laurent-Éric compléter. Avec plaisir. Bah, tu as un peu... Pardon. Non, oh non, sûrement Tu pas. as tout dit. Donc prendre, comme tu as déjà parlé 10 minutes, je ne voudrais pas dépasser le cadre, je dirais, de ces 10 minutes, mais on peut revenir bien évidemment sur... Vous avez bien évidemment quelques minutes de plus, Ouais, pas de problème pour compléter. sur tous les points en détail. Peut-être rajouter quelques éléments. C'est important, le nombre d'heures de 4000 qui a été cité est important parce qu'il faut aussi bien intégrer que la présence de France Télévisions n'est pas que au niveau national, mais également au niveau régional. Vous avez les France 3 régions qui diffusent des événements sportifs. Et au niveau outre-mer, où nous avons nos premières qui diffusent également des événements sportifs. C'est vrai qu'on diffuse des grands événements et vous les avez cités tout à l'heure. Cette force de pouvoir diffuser des grands événements nous permet également de donner une belle notoriété à des plus petits événements. Vous savez, c'est un peu... je ne sais pas, on pourrait faire le parallèle au cinéma. Si vous avez un grand multiplex, que vous proposez des blockbusters, vous allez attirer du monde qui vont voir que vous avez également une offre de cinéma complémentaire et qui donc vont être potentiellement séduits. C'est pareil. On attire des gens qui vont voir naturellement le Tour de France, ce qui nous permet de pouvoir proposer d'autres compétitions de vélo. Je vais vous donner un exemple très simple que nous allons faire l'année prochaine avec l'organisateur du Tour de France, Amaury Sport Organisation. Il va y avoir le Tour de France et juste après, vous aurez le Tour de France féminin. Et donc on peut imaginer que les téléspectateurs vont, dans la suite du Tour de France masculin, vouloir regarder le Tour de France féminin. Si le Tour de France féminin était organisé à un autre moment, le lien aurait été moins évident. Donc on arrive, grâce à ça, à pouvoir, je pense, développer la notoriété de tout un tas de petits sports. Alors, c'est jamais assez, mais on le fait beaucoup sur France 2, on le fait beaucoup sur France 3, on le fait de manière un petit peu plus ponctuelle sur France 4, qui est une chaîne très utile en linéaire, notamment pour diffuser des événements aussi complexes à diffuser que les Jeux Olympiques ou les Paralympiques. Donc Christophe, vous parlez tout à l'heure, parce que vous savez que ces grandes chaînes comme France 2 et France 3 doivent à certains moments, bien évidemment, faire leur tranche d'information ou faire d'autres émissions à destination d'autres publics, et de pouvoir avoir, notamment à l'heure du déjeuner, par exemple, l'appui d'une chaîne comme France 4 pour assurer une continuité dans la diffusion de ces événements est quelque chose d'assez précieux. On développe, parallèlement à ça, une offre sur le digital au sein de notre portail France.tv qui nous permet aussi de pouvoir diffuser quelque chose de complémentaire sur les grands événements. Prendre l'exemple de Roland-Garros, par exemple, où la télévision, on est obligé de faire le choix d'un match, même si de temps en temps on essaye de montrer ce qui se passe sur plusieurs matchs. Mais vous savez que les premiers jours de la compétition, il y a énormément de matchs en cours, il peut y en avoir jusqu'en 18. Et dans notre partenariat avec la Fédération française de tennis, nous diffusons l'ensemble des 18 cours sur notre portail France.tv. Donc on a une présence qui est extrêmement riche. Et j'ajoute et j'insiste sur notre émission Tous les jours, tout le sport, qui est diffusée sur France 3 pendant 12 minutes à 20h45. C'est vraiment un JT du sport. Et le fait d'avoir cette fenêtre qui faisait, je vous donne simplement le chiffre d'hier, plus de 2 millions de téléspectateurs, c'est quand même beaucoup, nous permet de diffuser, peut-être pas des événements dans leur entièreté, mais en tout cas des sujets. En tout cas des comptes rendus de compétition qui donnent une fenêtre, une visibilité à certains sports qui ne l'auraient pas forcément. Donc on est très fiers d'avoir ça. Le dimanche, au lieu de tout le sport, on a le grand stade 2, donc c'est 60 minutes. C'est un temps un petit peu plus long qui est réservé aux reportages. On peut se permettre de diffuser des reportages de 6, 7, 8 minutes sur bien entendu des sports, des compétitions, mais surtout sur des individus qui parfois font des exploits qui ne sont pas forcément toujours connus. Donc on est assez fiers dans le service public de pouvoir avoir cette palette
d'émissions sur laquelle on peut diffuser des événements sportifs. Est-ce que vous retrouvez l'audience de tout le sport de la semaine le dimanche pour Stade 2 Oui. Oui, tout à fait. Oui, on a régulièrement. Alors, c'est une audience assez intéressante parce que c'est une audience qui est en montée. Donc, on finit généralement, quand on s'approche de 20h45 à 21h, souvent à 3 millions de téléspectateurs. Donc, après, ça dépend de tout un tas de paramètres. Vous savez que la télévision. Ce qui veut dire que la grille horaire de 20h45 est particulièrement intéressante pour les émissions de sport, enfin, que ce soit en semaine ou le dimanche, mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve ça bien parce que, vous savez, vous sortez du carrefour des 20h. 20h, 20h35, donc vous ne rentrez pas en concurrence frontale avec eux et vous êtes avant les prime time des chaînes de télévision. Donc vous êtes à un beau moment où on peut capter une partie de l'audience qui s'intéresse au sport ou qui a envie de découvrir un certain nombre de sports. Moi, sur le futur, puisque je pense que c'est aussi beaucoup ça qui vous intéresse, moi, j'ai envie d'être... C'est toujours difficile de savoir ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Mais il y a eu un signal faible qui est devenu fort, c'est l'entrée d'Amazon sur le marché français. Le signal faible, c'est sur Roland-Garros. Et le signal fort, c'est la Ligue 1. Et sincèrement, alors moi, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas reprocher à quelqu'un d'essayer de rechercher la meilleure valorisation possible de ces droits, même s'il y a certaines limites qu'on pourra aborder tout à l'heure, notamment avec l'affaire Mediapro Ligue 1. Mais bon... Comme le disait Christophe tout à l'heure, il y a un moment donné, ceux qui ont le plus de moyens financiers ont des chances de l'emporter. Et moi, je ne serais pas étonné si d'ici 5 ou 10 ans, la plupart des grands événements sportifs soient détenus pour le territoire français par ces grands acteurs mondiaux qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les GAFA. Alors après, on peut rajouter des syllabes. Là, on ne parle que des Américains, mais on pourrait parler également des Asiatiques ou des Chinois qui vont avoir les moyens de pouvoir acheter en exclusivité ces droits. Je crois qu'il y a une tendance de fond qui est en train de s'observer. Si on regarde simplement le marché anglais, vous voyez que la présence, ne serait-ce que d'Amazon, est beaucoup plus forte en Angleterre qu'elle n'est sur le territoire français. Pourquoi j'en suis persuadé ? Parce que tous les acteurs de la SVOD qu'on voit se développer, là je vous reparlerai de Netflix, Amazon aussi, mais on peut parler également de Disney, ils vont vite faire le plein des abonnements pour leur offre de fiction. Alors dans un premier temps, ils ont fait quelques fictions, après ils ont élargi leur offre de fiction pour essayer d'avoir plusieurs cibles, notamment les jeunes. Ils se sont intéressés aux documentaires, mais ils vont vite faire le plein. Et donc, à un moment donné, comme ils vont eux aussi avoir besoin de croissance, ils vont s'intéresser au sport, qui va leur apporter probablement des abonnés complémentaires. Donc, moi, je pense qu'on peut considérer que ça va devenir un fait et que c'est un paramètre dont la probabilité est extrêmement forte dans les 5 à 10 ans qui viennent. Ce n'est pas à moi de juger si c'est bien ou si ce n'est pas bien. La seule chose que je peux dire, c'est que nous, opérateurs traditionnels, on ne pourra pas lutter. On ne pourra pas lutter avec ces acteurs qui ont des moyens différents des nôtres, qui ont des modèles d'affaires différents des nôtres, qui n'ont pas les contraintes des nôtres, parce que d'ailleurs, je crois que la plupart, je ne sais pas s'ils ont des licences de diffusion sur le territoire français, mais des acteurs comme nous, et c'est tout à fait normal, on a des cahiers des charges à respecter, on a des limites. On parlait de la publicité après 20h sur une plateforme qui veut diffuser de la publicité. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir les mêmes contraintes. Les secteurs interdits, on peut en parler. Donc à un moment, on va dire la compétition elle est plus juste pour des acteurs comme nous. Donc dans le futur, si vous me posez la question de savoir comment ça va se passer, moi je suis un petit peu inquiet parce que je ne vois pas aujourd'hui comment on va pouvoir résister à cette évolution de marché. C'est pour ça qu'on essaye de vous proposer ou de vous soumettre un certain nombre de réflexions pour, entre guillemets, aider des groupes comme les nôtres à résister dans le futur. Alors, Christophe les a détaillés. Il y a bien entendu la ressource publicitaire. Bon, donc ça, le modèle d'affaires aujourd'hui de France Télévisions est fondé sur une redevance et des recettes publicitaires avant 20h. Entre guillemets, l'histoire des Paralympiques, elle est très intéressante. Christophe ne faisait que la souligner. Vous savez que Paris 2024 va organiser les Paralympiques et ils aimeraient bien qu'en France, il y ait une histoire assez similaire qui se fasse à celle qui a été organisée à Londres en 2012 avec Channel 4.
où, alors, en 2012, les Jeux Olympiques étaient diffusés par la BBC et Channel 4 a pris les droits des Paralympiques pour en créer une très très belle histoire qui s'est soldée par des bons succès d'audience. Simplement, ils l'ont financé grâce à des recettes publicitaires avec des partenaires dès le départ qui étaient des sponsors. Il faudrait retrouver les noms, mais je crois que c'était Visa, qui est un grand sponsor olympique et des Paralympiques, qui a aidé à financer les opérations. Donc c'est une histoire éditoriale qui a été financée par la publicité. Et nous, si on veut la faire, de la même manière que Channel 4, on ne pourrait pas parce qu'on ne peut pas diffuser de publicité après 20h. Et aujourd'hui, vous savez que la valeur de la publicité après 20h, elle est quand même sensiblement plus forte que la valeur de la publicité, en journée. C'est pour ça qu'on se permet de vous soumettre ça. Après, il y a d'autres choses. Vous savez que la publicité sur le sport, j'ai envie de dire qu'on diffuse des événements sportifs, ils ont tous beaucoup de publicité sur le terrain, sur les panneaux, sur les maillots. Il y a même des bateaux ou des équipes cyclistes qui sont nommées de sponsors, et c'est extrêmement bien. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que nous, pour chaînes de télévision, et là, ce n'est pas que les chaînes de télévision publiques, pour monétiser un événement sportif, par exemple, il y a les coupures naturelles dans lesquelles on peut diffuser des écrans de publicité, et puis il y a également, sinon, le sponsoring. Mais les règles du sponsoring nous contraignent beaucoup. C'est-à-dire qu'on a le droit de diffuser donc un sponsor quelques secondes avant la compétition, et les rappels de sponsoring pendant la compétition sont extrêmement encadrés. C'est quelques secondes, toutes les 10 minutes, et encore de manière très discrète. Ce qui est un petit peu paradoxal, parce que la chaîne de télévision qui doit trouver des ressources est assez contrainte dans la diffusion de la publicité pendant l'événement, alors que l'événement lui-même a déjà beaucoup de publicité. Donc on peut imaginer que l'argument qui était louable au départ, qui était de dire on va un petit peu protéger le téléspectateur de ces afflux publicitaires, il a peut-être moins de sens aujourd'hui parce que l'événement sportif en lui-même est porteur de publicité. Sauf que toutes les recettes publicitaires qu'il y a sur l'événement échappent aux diffuseurs. Elles sont la propriété des équipes ou je dirais des organisateurs. Sur ce point précis, peut-être pourriez-vous revenir d'un mot sur quelque chose qui a beaucoup fait couler d'encre, enfin plutôt de commentaires sur les réseaux sociaux, puisque nous avons été des spectateurs de France Télévisions pendant les Jeux Olympiques, et que il y avait forcément ce qu'on a appelé les décrochages entre France 2, entre France 3, et donc à un moment donné, peut-être quelques frustrations de la part des téléspectateurs de voir pendant les épreuves, pendant même parfois des courses, un événement qui était interrompu pour un basculement entre France 2 et France 3. Si vous pouvez revenir un petit peu aussi sur cet épisode-là, pour le justifier, je sais que vous l'avez déjà fait, mais c'est intéressant parce que, y compris ce que vous évoquez là, c'est-à-dire le fait que on a eu quand même l'impression d'être beaucoup submergé d'écrans publicitaires. Ce qui est dans le cahier des charges, je pense, parce qu'il y a des partenaires premium des Jeux Olympiques, voilà, je ne vais pas citer leur nom, mais on les a tous reconnus, qui passaient pendant ces écrans publicitaires. De mon point de vue personnel, je n'ai pas trouvé très cohérent que, par exemple, on fasse sur des programmes sportifs, mais ça, c'est le problème du CIO, hein, c'est pas votre problème, la publicité de grandes marques de voitures automobiles. Pour la sédentarité, c'est magnifique, ou de marques de soda, entre nous soit dit. C'est pas très cohérent avec la question de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Mais, enfin bref. Par contre, j'avais une question par rapport à cela. Est-ce que vous ne pensez pas que, parce que ça a été le cas au moment de votre diffusion de la centaine d'heures de programmes paralympiques, où vous avez relayé la campagne gouvernementale, une campagne bienvenue, je le dis, sur la promotion de l'activité physique et faites du sport, est-ce que vous avez une demande pour que cette campagne puisse démarrer plus tôt au moment des Jeux Olympiques, ce qui, là aussi, je pense, aurait été aussi assez judicieux, et profiter du service public de France Télévisions pour faire une campagne, même à la limite, sans avoir à faire payer le gouvernement, puisque de toute façon, entre la redevance et comment est fait votre budget de France Télévisions, on peut estimer quand même que une campagne gouvernementale et un clip de 15 ou 20 secondes pour faire la promotion du sport pouvait avoir sa place au milieu de ces écrans publicitaires. Voilà, c'était ma petite parenthèse.
Non, mais c'est une question qui est très intéressante. Alors, c'est vrai qu'un événement comme les Jeux Olympiques, c'est un événement extrêmement complexe parce qu'il se passe toujours quelque chose. On le diffuse sur nos antennes principales qui sont France 2 et France 3. Maintenant, les chaînes comme France 2 et France 3 ne peuvent pas diffuser toute la journée du sport parce que ce serait bien pour les fans de sport comme vous et moi, mais il y en a d'autres qui ne sont pas non plus fans de sport et qui sont très attachés, ne serait-ce qu'à leur journal régional sur France 3. Donc, le système des bascules qui existe depuis 15-20 ans, ou je crois même plus, est à mon avis une astuce très intelligente qui a été trouvée, entre guillemets, par mes prédécesseurs pour pouvoir contenter tout le monde. C'est-à-dire qu'on assure une continuité de diffusion d'un événement en faisant de temps en temps une bascule entre la 2 et la 3 à des moments principalement les JT. C'est principalement les JT du matin, ou quand l'événement est un peu plus tard, je dirais l'après-midi, comme par exemple pendant Roland-Garros, ça peut être des JT du soir. Alors, c'est sûr qu'un JT, ça démarre à 13h. Bon, donc c'est le rendez-vous. Donc on ne peut pas dire à Tokyo, dis donc, messieurs les athlètes, si vous pouvez arriver quand même bien avant 13h, parce que ça nous arrangerait que... Donc à un moment donné, je partage avec vous la frustration que la coupure peut apparaître brutale. Mais moi, je pense que c'est quand même mieux qu'on ait une bascule qui permette aux fans de sport de suivre la compétition que pas de bascule du tout, et donc d'arrêter la retransmission. Il y en a toujours qui râlent, je les comprends, c'est un petit peu frustrant. Bon, maintenant, la grande majorité des gens, je crois, l'acceptent et le comprennent. Peut-être juste, oui, si tu le permets, sur ce point, pour compléter ce que disait très justement Laurent-Éric, la bascule est une vraie chance pour le spectateur. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des bascules exposer autant d'événements sportifs et autant d'heures d'événements sportifs. Revenez 20, 30 ou 40 ans en arrière. Il était très rare de voir des étapes entières du Tour de France comme on peut le voir aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a la bascule, c'est parce que justement on dispose de cette possibilité d'avoir plusieurs chaînes qui peuvent diffuser le même événement que l'on arrive à se montrer aussi exhaustif sur la retransmission d'un événement sportif. Donc c'est vrai que c'est agaçant, et puis il y a des moments où ça tombe particulièrement mal, mais c'est une vraie chance, parce que c'est grâce à cette astuce que les prédécesseurs de Laurent-Éric avaient trouvée, que l'on arrive à exposer autant dans la durée ces événements. Sur la pub ? Oui. Bon, alors sur la pub, ça fait partie du modèle d'affaires de France Télévisions. Donc vous avez une partie en redevance, une partie en recettes publicitaires. Donc notre régie publicitaire vend de la publicité. Alors après, des bons, des mauvais, des différents annonceurs, c'est toujours délicat de dire tiens, on ne peut pas refuser de vendre à des annonceurs. Après, le CIO, toutes les fédérations sportives vendent également à des parrains je dirais, leur événement. J'ai envie de dire, ce qui est important de concevoir, c'est que le sport, ça coûte quand même cher à organiser. Ça coûte quand même très cher. Un événement comme les Jeux, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et que donc, les recettes publicitaires font partie intégrante de l'organisation du sport. Pour organiser le sport, pour le financer, parce que nous, on achète très cher des droits. Il faut trouver des recettes, et donc la publicité en fait partie. Voilà. Ce qui n'empêche pas la diffusion de campagnes gouvernementales, qu'on fait, je crois, assez régulièrement. Alors on peut peut-être plus le faire, il faut le regarder quand les campagnes sont prêtes, quand on peut les diffuser, et bien évidemment, on est là pour ça. Vous évoquiez donc effectivement l'aspect moyen financier, le fait que vous aviez de plus en plus de mal à vous aligner sur des compétitions, des appels à candidature, des appels d'offres. Est-ce que vous pourriez nous donner l'évolution, puisque bon, par ailleurs nous avons l'audition de Madame la présidente directrice générale, de façon ici à la Commission des affaires culturelles chaque année, donc on a l'occasion aussi de l'interroger, bien évidemment sur la question aussi du sport avec quelques collègues qui suivent ces questions. L'évolution du budget de la direction des sports et notamment de la part qui est dévolue à l'acquisition des droits sportifs, même si je pense quand même que, en ayant eu les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a déjà quand même un magnifique événement qui se profile pour France Télévisions, mais est-ce que l'évolution qui a été défavorable, je le devine, ces dernières années dans les arbitrages internes à la maison France Télévisions, est-ce que ça vous oblige à faire des arbitrages entre
événement. Et petite question supplémentaire, elle n'est pas du tout de ma part vicieuse. Hein, est-ce que vous êtes interrogé à un moment ou à un autre pour savoir si le rallye de Dakar devait continuer à faire partie du portefeuille de France Télévisions? C'était l'objet d'une de mes questions à Delphine Ernotte récemment, sur la partie droits de l'homme, mais voilà, on sait que c'est très cher. C'est en Arabie Saoudite, voilà, c'est plus en Afrique, c'est plus en Amérique du Sud. Donc voilà, il y a aussi ces questions-là qu'on se pose, quoi. Même si on est un petit peu loin de la mission d'information parlementaire, mais... Ouais, il se la pose, lui. Non, mais toute question. Non, mais sur les arbitrages, parce qu'il y a l'acquisition des droits télé, vous nous dites que c'est de plus en plus difficile. Voilà, est-ce que vous faites des arbitrages sur des événements? Non, mais alors, je vais juste compléter. On va juste compléter. Ce serait bien qu'on rentre effectivement dans le détail des chiffres, notamment et qu'on parte du bilan des JO, parce que c'est les derniers événements en date. Et pour compléter, mais je pense que c'est ce qu'il voulait exprimer en tout cas, est-ce qu'il y a je dirais une part croissante des investissements dans le spectacle sportif ces dernières années, et est-ce que cette part elle est proportionnellement donc en augmentation par rapport à votre budget? Je pense notamment donc peut-être à la part dans la production, la diffusion de spectacles culturels. Voilà, parce que vous comprenez aussi que les moyens sont associés des objectifs. L'objectif politique, j'ai envie de dire, qui va nous concerner en commun, c'est l'exposition au plus grand nombre. C'est un sujet d'ailleurs que vous avez abordé au travers du décret des événements d'importance majeure, sur lequel on pourra revenir. Mais il est très clair aussi, moi je dis juste une remarque, c'est que Mediapro, c'est le plus offrant qu'a gagné, il s'est cassé la gueule. J'ai dire que donc à un moment donné, l'argent ne fait pas tout. Ce que je veux dire, que ce qui est très important aussi ici in fine, c'est quelle est la cible. Enfin, en tout cas, je pense que ça révèle ça. C'est à qui on veut s'adresser, à qui on s'adresse avec le média télé. On a eu l'occasion d'interroger juste avant donc également des plateformes OTT, voilà, qui peut-être parlent à d'autres usagers du spectacle. Donc c'est en ça aussi qu'on voudrait peut-être avoir. Enfin, moi, je serais intéressé par avoir aussi un petit peu une moyenne en termes d'audience, si vous avez donc un segment générationnel, enfin les tranches d'âge, etc. Voilà, donc ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait on rajoute beaucoup de couches là. Alors, je ne sais pas par où commencer. Les chiffres, alors, moi, je ne sais pas comment on peut les communiquer, parce que c'est des chiffres publiquement. Normalement, on ne les communique pas, donc je suis peu à l'aise, en tout cas. C'est pas que je ne veux pas vous les donner, mais en tout cas, dans cette formule-là. Ce que je peux vous dire, c'est que les droits sportifs augmentent, bien évidemment, mais ça, vous le voyez, je crois, plus publiquement, et que, en tout cas, il y a une tendance à l'augmentation. C'est principalement un phénomène de concurrence. Quand vous avez beaucoup de concurrence, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs qui veulent un droit, naturellement, il augmente. Quand vous en avez moins, il a plutôt tendance à baisser. Ce qui protège, entre guillemets, France Télévisions ou les grandes chaînes de télévision en clair, c'est que nous, on arrive avec de l'argent, moins que d'autres, mais également de l'exposition. C'est-à-dire qu'on peut garantir sans faute que l'événement qu'on va diffuser va être vu et va être beaucoup vu. Parce que sur France Télévisions, on est capable de toucher le plus grand nombre. Sur les Jeux Olympiques, pour vous citer ce seul exemple, on a touché plus de 50 millions de Français. Ce n'est pas nous qui les avons calculés, c'est Médiamétrie, donc c'est des chiffres solides. Et ça, les grandes chaînes en clair, elles offrent une exposition, et le sport a besoin de cette exposition pour deux raisons. D'abord pour leurs sponsors, parce que quand ils cherchent des sponsors, ils valorisent aussi une exposition, et également pour la notoriété et la future pratique du sport. Quand vous allez sur une chaîne privée, payante, excusez-moi, pas privée, mais payante. Quand vous allez sur une chaîne payante, ce qui n'est pas la même chose, quand vous allez sur une chaîne payante, votre événement, il va être plutôt suivi par les fans, ceux qui adorent l'événement, qui sont prêts à payer pour voir l'événement. Suivant la chaîne, d'ailleurs, vous allez pouvoir y ajouter un public additionnel. Je m'exprime. Quand vous êtes sur une chaîne payante sportive, là, vous n'avez que des fans de sport. Quand vous êtes sur une chaîne payante, on va dire genre Canal+, un peu généraliste, là, il y a, entre guillemets, des fans de sport, mais des fans de cinéma, des fans de documentaires. Donc, vous pouvez aussi, dans la diffusion de votre événement sportif, avoir une audience un petit peu plus importante, large, exactement. Sur des chaînes généralistes comme les nôtres, vous avez une audience qui est potentiellement colossale, parce qu'il y a des non-fans de sport qui sont intéressés pour regarder des événements, mais qui ne sont pas forcément prêts pour
payer. Et vous savez que le sport et les événements se regardent beaucoup en famille, donc nous, on est toujours heureux de savoir qu'on aide à susciter des vocations. Et que quand vous savez, vous interviewez des sportifs, ils vous disent toujours à un moment donné, bah oui, à un moment donné, j'ai vu Teddy Riner gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en équipe, ça m'a donné envie de faire la même chose. Et puis, pour quelques-uns d'entre eux, ce phénomène d'héroïsation fait qu'on cultive de nouveaux champions. C'est ça la force d'une chaîne, des chaînes généralistes comme les nôtres, et ce qui nous permet de pouvoir rester encore attractif. La liste des événements majeurs, comme le disait Christophe tout à l'heure, je crois qu'il faut être un petit peu plus ambitieux. Je pense qu'elle mérite d'être un petit peu plus précisée et être mise au goût du jour. Il y a quelques bizarreries. On parlait le football, les matchs de l'équipe de France de football sont tous inclus, ce qui n'est pas le cas du rugby. Bon, c'est vrai que le rugby, il pourrait, tous les matchs de l'équipe de France de rugby, que ce soit les test matchs de cet automne que nous allons diffuser ou les premiers matchs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde de rugby ne le sont pas aujourd'hui. Voilà, donc ça fait partie des choses. Mais je pense qu'elle peut être précisée. On parlait de Roland-Garros tout à l'heure. La finale est protégée, les finales masculines et féminines sont protégées, mais aujourd'hui, le meilleur match du jour, en tout cas pour les 10 premières journées, est diffusé sur Amazon. Bon, après, il faut savoir quel est le meilleur match du jour, mais il y a peut-être aussi une réflexion, ne serait-ce que sur les matchs des Français. C'est peut-être aussi intéressant que les matchs des Français à Roland-Garros puissent être vus en clair. Gratuitement, pardon. Donc il y a, je pense, un peu de travail. Vous savez, aujourd'hui, les Jeux Olympiques sont dans la liste des événements protégés, mais ça n'est pas précisé. Donc on dit les meilleurs moments des Jeux Olympiques. Mais c'est quoi un meilleur moment? Et le vendeur, si vous voulez, il peut définir ce que c'est un meilleur moment, ce qui n'est pas forcément la même chose que l'acheteur. Quand le vendeur est l'organisateur de l'événement, c'est peut-être plus facile, mais souvent le vendeur, c'est quelqu'un d'autre. Parce que l'organisateur de l'événement a vendu cet événement à un grand acteur. Les Jeux Olympiques, par exemple, ont été vendus au groupe Discovery Eurosport, qui nous a sous-licencié une partie des Jeux Olympiques de Paris. Donc, je pense que dans cette liste des événements protégés, c'est intéressant d'avoir une nouvelle réflexion. Il faut bien évidemment y inclure les sports féminins, mais on peut aller un petit peu plus dans le détail, et je crois que ça bénéficiera à l'ensemble de chacun. Par rapport à ce que vient de dire Laurent Éric, qui est évidemment très juste, et peut-être pour répondre un peu davantage à un des éléments de votre question, il n'y a pas d'économie budgétaire qui est faite à France Télévisions sur le sport. Voilà. On pourra vous donner la tendance sur de longues années. On est simplement confronté à deux phénomènes. Un phénomène d'inflation des droits, ça Laurent Éric l'a rappelé, et il est évident, hein, multiplié par 3 en 20 ans. Multiplié par 3 en 20 ans. Et puis deuxièmement, il ne faut pas oublier non plus que le budget de France Télévisions est certes élevé, la représentation nationale le souligne souvent, mais néanmoins, il demeure relativement contraint. Il y a un montant minimum que nous nous engageons à verser s'agissant de la création, il y a un montant minimum sur le spectacle vivant, il y a un certain nombre d'obligations dans le cahier des charges. Donc, quand bien même ce serait possible, il serait extrêmement compliqué d'arriver à dire, bon, bah écoutez, après tout, les droits sportifs augmentent, bah, on va augmenter le budget de Laurent Éric à due proportion. Il ne le réclame même pas. C'est vous dire s'il gère ça très bien. C'est une bonne idée. Hein, il gère ça, c'est vous dire s'il gère ça avec le talent que tout le monde lui reconnaît. Mais néanmoins, le sujet, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la même échelle. Ce n'est plus une question budgétaire, c'est une question de valeur absolue, où on voit qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision françaises classiques, gratuites ou payantes, n'ont plus les moyens d'aller au niveau où aujourd'hui les grandes plateformes peuvent se positionner. Merci pour ces réponses. Quand je parlais justement de... Alors, je comprends que vous ne puissiez pas peut-être dévoiler tous les chiffres économiques. Simplement une question. Voilà, une question. Les JO, c'est rentable ? Parce que, non, mais je dis juste ça, parce que le prix de l'immobilier, et les Français comprendront ce que je vais dire, a largement aussi augmenté
depuis, depuis plusieurs années. Ce que je veux dire, c'est que effectivement le coût d'acquisition. Mais après, on parle de modèle économique, c'est-à-dire d'un modèle de rentabilité aussi, de rendement. Donc c'est pour ça que cette question, que le ticket d'entrée soit haut, certes, mais ce retour sur investissement, est-ce qu'il est encore réel, risqué est-ce que c'est rentable, hein? Expliquer pourquoi je ne peux pas vous répondre à cette question. Vous pouvez poser la question à mes confrères du privé, les TF1 et M6, parce qu'ils ont un coût d'acquisition et des recettes associées. Donc là, ils peuvent facilement comparer, je leur laisserai la réponse. Mais nous, dans les, entre guillemets, les recettes qu'on a en face, on a une partie publicitaire, mais on a une énorme partie redevance. Et comment je peux dire, tiens, il y a X pourcentage de la redevance qui est affectée au sport. Et dans les X pourcentage de la redevance qui est affectée au sport, il y en a X qui est affrété aux Jeux Olympiques. En fonction du pourcentage qu'on met, c'est rentable ou c'est pas rentable. C'est pour ça que c'est assez difficile de répondre. Pardon ? Non, mais nous, dans notre... Vous voyez, pardon, à partir du moment où la redevance, ça représente, c'est inférieur à 20% de notre budget, la publicité, pardon, est inférieure à 20% de notre budget, vous voyez bien qu'il est très compliqué d'arriver à définir une forme de rentabilité économique. En même temps, nous avons un cahier des charges, nous avons une politique sportive, nous avons une politique de retransmission, nous avons aussi, ça n'a pas été souligné, mais ça mérite de l'être, nous avons une rédaction de journalistes sportifs spécialisés dans ces domaines. Ce qui n'est pas le cas de ces grandes plateformes qui vont très souvent recruter des freelances ou autres pour exposer le sport. Nous avons une rédaction qui effectue toute l'année un travail extrêmement précis, extrêmement réfléchi sur la manière dont on peut exposer le sport. Donc vous voyez, ça fait partie d'un tout. Hein. C'est pas uniquement, c'est très compliqué pour l'audiovisuel public de résumer cela à une notion de rentabilité qu'on aurait beaucoup de mal à définir. Si je peux me permettre de compléter, pardon. En fait, si vous voulez, sur ces grands événements populaires type Jeux Olympiques, Tour de France, on est en fait face sur des événements qui, sur le long terme, nous permettent de garantir l'attractivité du service public, comme d'autres événements culturels peuvent le faire par ailleurs. En fait, la stratégie dont parlaient Laurent-Éric et Christophe tout à l'heure de certains acteurs privés qui rentrent dans le jeu, les plateformes numériques pour ne pas les citer, c'est d'aller sur ce type c'est potentiellement d'aller sur ce type d'événements qui vont être des attrapes abonnés et qui risquent sur le long terme de nous assécher. Donc en fait, nous on raisonne pas en termes de rentabilité pure de l'événement, mais de capacité d'attraction sur le long terme de notre bouquet de chaînes gratuites qui, grâce à ces événements, restent attractifs pour une partie de la population. Et c'était l'exemple de la salle de cinéma, leur permettent ensuite de regarder d'autres émissions, et notamment, quelque chose qui paraît très important en ce moment, c'est une information indépendante et juste par ces temps de fake news. Je rajouterais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que en ayant votre siège en France, bien évidemment France Télévisions, vous êtes soumis à la directive des services audiovisuels, d'accord, avec des droits et des devoirs, mais enfin des devoirs quand même, et un cahier des charges assez précis. On posera bien évidemment la question à Amazon de savoir où est le siège social d'Amazon pour la diffusion du football en France. Bon, on me dit que c'est en Bavière, donc voilà, c'est une information qui peut être intéressante à creuser. Et bien évidemment, là-bas, c'est des devoirs qui sont bien moindres en termes de respect de la réglementation. Et donc là, il y a peut-être aussi un biais qu'il faut regarder, quoi. Alors, si on revient sur les sujets de discussion que vous avez mis sur la table, notamment le décret des événements d'importance majeure, bon, personnellement, en tout cas, c'est un sujet que j'avais essayé de pointer dans le cadre de projet de loi de protection des œuvres donc artistiques et aussi d'ailleurs sportives par Madame la ministre Bachelot, où je lui demandais donc un rapport sur l'évaluation en fait de ce décret-là. Parce qu'il faut juste, pour qu'on soit clair, dire que c'est un décret qui, j'ai envie de dire, empêche toute exclusivité de la part d'une chaîne qui est payante, qui aurait acquis les droits, de diffuser une rencontre sportive particulière, donc qui fait partie de cette liste-là.
et qui donc permet et donne la possibilité, l'option possible donc pour une chaîne en clair de pouvoir le diffuser. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Au final, vous n'êtes pas contraint, en tout cas vous, service public, à devoir vous positionner absolument. Voilà. Donc la question, moi, derrière cette évaluation-là, et que je vous pose, c'était de savoir effectivement si c'était encore un bon outil. Voilà. Et s'il n'y avait pas plutôt notre réflexion, notre outil à imaginer, qu'une actualisation qui semblerait nécessaire peut-être, mais est-ce que ce sera suffisant? C'est la question que je me pose aussi. Je vais commencer. Pardon, je vais commencer et Laurent Éric va compléter. Il faut revenir à la genèse de ce décret. À l'époque, les plateformes n'existaient pas, en 2004, on est bien d'accord. L'esprit du décret, c'était de dire, mais après tout, il y a des très grands événements sportifs qui font partie de notre patrimoine, du patrimoine de notre pays, et l'État considère que ces grands événements sportifs, ils doivent être assez accessibles gratuitement pour tous les Français. C'est la notion de gratuité qui était essentielle en la matière, et elle nous est naturellement chère. Et nous, quand on prône le renforcement du décret sur les événements d'importance majeure, on sait que ça va aussi avantager nos collègues et amis de TF1 et de M6. Mais on dirait presque d'une certaine manière, bon, ça nous pose un autre problème, mais c'est pas si grave. Parce qu'on sait, par exemple, que quand TF1 et M6 diffusent la Coupe du Monde de rugby, on sait qu'ils en font une large et bonne exposition, avec l'exposition de tous les matchs, avec de nombreux reportages, des émissions, etc. Et que ça donne envie aux gens de pratiquer ce sport. Donc, nous, le point qui nous paraît important dans ce décret, c'est de dire, au moins ce décret garantit que tous les Français puissent gratuitement accéder à un certain nombre d'événements, alors que si les JO, le tournoi destination, le Tour de France n'en faisait pas partie, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'on retrouverait le Tour de France sur Amazon ou sur Netflix ou ailleurs. Donc c'est ça qui est essentiel. Alors après, là je vais laisser Laurent Éric parce qu'il vous donnera une vision beaucoup plus précise que la mienne. Mais il faut d'abord partir de cette notion-là. C'est pour ça que ça nous paraît constituer ce texte, même s'il est imparfait, même s'il nécessite d'être actualisé, il nous paraît fondamental parce que d'une certaine façon, c'est l'État qui dit il y a un certain nombre d'épreuves sportives dont on considère qu'elles font partie du patrimoine de la nation. Moi, je trouve également votre question très pertinente. Et j'ai une solution. Je pense qu'il faut vraiment le garder. Il existe dans beaucoup de pays européens. Et sincèrement, il y a beaucoup d'événements qui seraient plus en gratuit si ce décret n'existait pas. Par contre, pour éviter le biais que vous signalez, ce qu'il faut, c'est que dans l'appel d'offres originel, c'est-à-dire de l'organisateur de l'événement, il y ait un lot qui soit spécifique pour ces événements protégés. Et il faut que la relation entre l'organisateur d'événements et le diffuseur, en clair, soit directe. Le problème vient à partir du moment où on met un intermédiaire, parce qu'effectivement, l'intermédiaire peut exiger des choses qui ne sont pas forcément compatibles avec le diffuseur final. Alors, il y a des choses qui sont toujours assez intéressantes. Moi, j'ai vu, ce n'est pas un événement protégé, mais c'est un exemple assez intéressant. Il y a une belle histoire de tennis en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez suivi, l'US Open vient de se terminer, et il y a une jeune Anglaise qui a fait quelque chose. Vous avez vu, 18 ans, 150e mondial, issue des qualifications, et elle passe tour après tour, et ça devient une énorme histoire en Angleterre. L'événement est diffusé, l'US Open est diffusé en exclusivité par Amazon. Et donc au dernier moment, une chaîne gratuite, au dernier moment, parce qu'entre guillemets, entre la demi-finale et la finale, il ne se passe pas beaucoup de temps, donc il y a la Britannique se qualifie pour la finale, et un accord est trouvé entre Channel 4, chaîne gratuite, et Amazon, et la finale féminine est diffusée en clair en Angleterre avec des scores d'audience colossaux, puisque je crois que ça fait 7 millions en moyenne, avec une pointe à la fin du match à 9 millions. Donc nous, on a regardé ça, on ne connaît pas le prix, peu importe, j'ai envie de dire, mais on m'a rapporté que pendant toute la diffusion, le logo Amazon était présent sur Channel 4. Donc, c'est pas moi de juger si c'est bien ou c'est pas bien, mais on voit bien que quand il y a un intermédiaire, le deal, il n'est pas forcément, entre guillemets, totalement pur. C'est-à-dire, c'est pas je vends ou j'achète un événement, il y a des conditions complémentaires
qui peuvent s'y ajouter et perturber ceci. C'est pour ça que pour résoudre votre problème, nous on propose ça, c'est qu'il y ait un lot réservé dans tous les appels d'offres qui concernent des événements protégés, ce lot spécifiquement réservé aux diffuseurs qui remplissent ces critères. J'ai envie de vous proposer aussi autre chose, moi, pour protéger l'accès gratuit au public, parce qu'on parle beaucoup de la Ligue 1, et je pense que, d'ailleurs, votre réflexion, votre travail se base sur le problème qu'a connu la Ligue 1 avec Mediapro. La Ligue 1, ça n'a jamais été des événements diffusés en clair. En fait, la Ligue 1, des extraits ont été diffusés en clair pendant longtemps dans l'émission Téléfoot de nos confrères de TF1, mais la diffusion de matchs en direct, elle est arrivée avec Canal. Donc c'est Canal et la Ligue qui, petit à petit, ont créé ces événements-là. Et vous n'avez que très peu de matchs de Ligue 1 qui ont été diffusés en clair dans l'histoire de la télévision et du football français. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y a plus, entre guillemets, d'images de Ligue 1 qui soient gratuites et qu'il faut s'abonner. Et peut-être qu'il y a un outil que vous pouvez assez facilement utiliser qui est le droit à l'information. Ce droit à l'information permet à chaque diffuseur, dans le cadre d'un magazine ou dans un journal d'information, de diffuser quelques extraits. On ne parle pas de direct, on parle de quelques extraits. Alors aujourd'hui, il est très contraint. Par exemple, pour la journée de Ligue 1, nous, dans Stade 2, on peut diffuser en tout 1 minute 30 d'images, en tout, à condition de ne pas dépasser 30 secondes par match. On pourrait imaginer, alors, je dis ça pour nous, mais ce serait valable pour l'ensemble des diffuseurs, que ce droit à l'information soit plus large, ou qu'on puisse avoir un droit d'extrait dans le cadre des appels d'offres qui soit peut-être réservé à des acteurs gratuits et qui soit non exclusif. Comme ça, on éviterait, entre guillemets, de re-rentrer dans une bagarre qui ne se juge qu'à l'argent. Et si c'est non exclusif, il y a plein de gens qui peuvent l'acheter, donc la somme des deals sera peut-être assez significative. J'avais envie de vous proposer ça parce que ça me paraît en tout cas des solutions sur lesquelles nous, on pourrait s'appuyer pour diffuser gratuitement des extraits de sport sans abîmer l'exclusivité, parce que l'exclusivité dans le sport, elle est quand même dans le direct. Il faut que tu coupes. Ouais. Donc, bon, vous avez peut-être suivi les auditions, mais c'est vrai que cette question, en tout cas, cette affaire Mediapro, suscite une réflexion sur la nature des allotissements. Et effectivement, je comprends de votre proposition que vous porteriez donc du coup peut-être acquéreur de certains lots spécifiques, peut-être un magazine en clair, peut-être des extraits. Enfin, non, mais je sais pas, mais très clairement, ça montre bien qu'à un moment donné, et c'est la question que je voulais vous poser parce que là, on parle de droit TV. On avait juste avant donc des plateformes OTT qui s'appellent Sportol, qui a été interrogé, qui insistait pendant toute cette audition pour bien signifier qu'ils n'étaient pas en confrontation avec le modèle TV, mais bien en complémentarité, et comme ils étaient en complémentarité avec aussi les fédérations et les mouvements sportifs notamment, pour apporter une aide à la production, etc. Tout ça pour dire que ça revient à cette idée d'allotissement. Est-ce qu'en définitive, ces appels d'offres, je dirais, devraient aussi tenir compte, à vous entendre, de la nature même donc du diffuseur possible, qu'il soit OTT, télévisuel, réseau social, etc. Est-ce qu'on irait jusqu'à affiner jusqu'à ce point? On pourrait. Moi, je crois surtout que ces appels d'offres mériteraient certainement, enfin en tout cas, leur rédaction mériterait d'être davantage régulée qu'aujourd'hui, où ils ne le sont pas du tout. C'est je pense, le premier point. La régulation, une vraie régulation autour de ces appels d'offres, qui sont quand même lancés par des structures de droit français largement soutenues par l'argent public, gagnerait à ce que quand même on puisse vérifier un peu ce qui va être proposé. Et on aurait peut-être ainsi évité l'affaire Mediapro. Et par ailleurs, oui, nous pensons aussi que les appels d'offres devraient dans leur configuration, être notablement élargie
avec des possibilités, en effet, d'avoir des droits exclusifs et des droits non exclusifs, d'avoir des extraits ou l'intégralité, qu'il puisse y avoir répartition entre télévision, plateforme OTT, etc. Pour nous, nous ne recherchons aucune exclusive autre que sur le direct. Donc là-dessus, plus le sport est exposé sur tous les médias, qu'ils soient linéaires ou non linéaires, ça ne nous pose pas de difficulté. Simplement, le sujet de fond, c'est que les ligues professionnelles ou les fédérations sportives, lorsqu'elles lancent ces appels d'offres, sont quand même beaucoup plus souvent mues par l'appât du gain immédiat que par un sens du long terme et par une volonté de surtout bien exposer leur sport sur les écrans de quelque nature que ce soit. Alors, ce que vous avez dit, Monsieur Lelay, donc aller dans le sens de peut-être prévoir aussi la flexibilité aussi dans la vie du contrat et de la commercialisation. Donc vous signifiez que vous conseillerez que ce soit décidé en amont. Enfin, c'est ce que je comprends, mais bon, c'est vrai que je me faisais la remarque, si par exemple à l'US Open on peut rêver, on avait eu une française, peut-être qu'effectivement beaucoup de chaînes et votre chaîne aurait été intéressée. Il y a des choses qui ne peuvent pas se décider totalement en amont. Vous avez tout à fait raison. C'était juste un exemple pour montrer qu'il faut aussi être flexible et s'adapter. J'espère qu'on aura bientôt un Français ou une Française en finale de Roland-Garros. C'est vrai que ça ne dépend pas ni de vous ni de moi. On serait tous très heureux, ça arrivera. Non, mais je pense que c'était anecdotique, puis c'était pas un événement protégé en Angleterre, l'US Open. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que s'il y a des lots spécifiques pour les parties protégées d'un événement et auxquels ne peuvent répondre que les acteurs qui répondent aux critères, c'est un outil dont on vous soumet l'idée. Parce qu'on a découvert on a interrogé la chaîne d'équipe qui nous a dit donc qu'elle diffusait également notamment donc les JO paralympiques, me semble-t-il, ou olympiques, les deux. Et je crois vous aviez un partenariat avec eux. Est-ce que ça donnait juste, si vous ne pouvez pas donner les chiffres, tant pis, mais est-ce que ça donnait un accord commercial pour le coup? Enfin, comment ça s'est articulé, ce partenariat? Les Paralympiques, c'est différent que les JO. C'est un événement que nous, on est très fiers de diffuser et qu'on cherche plus à l'exposer qu'à faire une réelle audience. Entre guillemets. Il n'y a pas d'objectif d'audience et je pense que ce serait pas bien d'en faire des objectifs d'audience. Donc nous avions les droits, entre guillemets, des Paralympiques de Tokyo et la chaîne L'Équipe est venue nous voir en nous disant ça nous intéresserait de diffuser en complémentarité de vous Paralympiques. Nous, notre réflexion, elle a été simplement de dire, écoutez, si votre diffusion est complémentaire de la nôtre, c'est-à-dire soit plutôt à des horaires comme le prime time ou fin de journée, nous on est tout à fait d'accord parce qu'on pense que ça va être bien pour le mouvement paralympique. Et sur cette base-là, on a trouvé un accord. Il y a eu un peu d'argent, mais c'est infinitésimal. C'est pas une question d'argent, les paras, c'est une question d'exposition. Et je pense que l'enjeu de tous doit être tourné vers l'exposition. C'est ce qu'on nous demande, en tout cas. Ouais. J'ai pas... Non, mais c'est du tennis. Hein. Ouais. Vous connaissez, tennis, France Télévisions. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que vous attendiez à ce que, pour faire allusion au tennis, pour continuer sur le tennis, à perdre donc, ou en tout cas l'exclusivité et je dirais, oui, enfin, est-ce que cette relation fidèle soit mise à mal par un nouvel entrant concernant donc vos relations avec la Fédération française de tennis et la diffusion de Roland-Garros? Est-ce que c'était inéluctable selon vous? C'est une bonne question. C'est toujours compliqué dans ces partenariats qui sont remis en cause tous les 3-4 ans, parce qu'il y a des appels d'offres. Donc à un moment, vous avez un organisateur d'événements qui cherche toujours à mieux valoriser ses droits, et pour ça, il fait un allotissement, et puis vous avez des acteurs qui peuvent répondre ou pas répondre. Dans ce cadre-là, Roland-Garros a changé, puisqu'ils ont fait des matchs en soirée, et ils ont décidé de créer un lot
et c'était une surprise pour nous, mais bon, voilà, Amazon l'a pris de manière transparente en mettant un montant d'ailleurs que je ne connais pas, mais que j'imagine substantiel. On n'était pas exclusif sur Roland-Garros avant. Il n'y a pas beaucoup de culture de l'exclusivité chez France Télévisions, pour appuyer ce que disait Christophe tout à l'heure. Roland-Garros avant, on le partageait avec Eurosport, comme le Tour de France, mais il y a d'autres événements qu'on partage avec d'autres diffuseurs, que ce soit Canal pendant longtemps sur la Coupe de la Ligue, ou beIN sur la Coupe d'Europe de rugby. Donc nous, le partenariat gratuit payant, y compris en codiffusion, est quelque chose avec lequel nous travaillons depuis longtemps. Donc il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Donc maintenant, on a un autre partenaire qui est Amazon. Ce qui nous gêne le plus, au-delà du fait que ça soit Amazon, c'est qu'il y a un peu ce sentiment que le meilleur match de la journée sera en soirée sur Amazon et n'est pas sur France Télévisions. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on souffre, entre guillemets, un peu. Mais Je coupe. pour juste compléter ce que dit très, très justement Laurent-Éric, parce que il me semble apercevoir une autre question derrière votre remarque. Les relations que nous avons avec la Fédération française de tennis sont excellentes. Et parce qu'on sait que parfois, certaines relations entre des fédérations ou des ligues de sport et certains diffuseurs, je pense des diffuseurs payants, sont parfois un peu conflictuelles ou un peu compliquées. Nous, c'est pas le cas avec la Fédération française de tennis et avec Roland-Garros. Évidemment, on est toujours très content et très fiers et très heureux de continuer à diffuser Roland-Garros. Il y a un point sur lequel on sera très vigilant, et ça Laurent-Éric l'a souligné. Diffuser des matchs de tennis en soirée, c'est pas quelque chose. On a été surpris par cela et c'est voilà, on n'est pas habitué à avoir du sport régulier le soir sur les antennes de France Télévisions. Donc c'est aussi pour cela que ça rendait très complexe les évolutions, les changements de notre grille. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas allé sur ce terrain-là. Néanmoins, il ne faudrait pas en effet que parce que il y a une plateforme aux poches bien pleines, que ce soit les matchs les plus intéressants qui soient diffusés le soir. Mais j'ai tout à fait confiance dans la qualité de nos relations avec la Fédération française de tennis pour que cela ne se produise pas. Hein, on a confiance. Non mais bien entendu, hein, de toute façon, on partage, il n'y a pas de souci. Je pense qu'aussi, ils en sont tout à fait conscients. En tout cas, le message est passé. Voilà. Juste pour revenir sur l'offre de sport gratuite, je vous informe en exclusivité mondiale que nous avons lancé aujourd'hui une consultation citoyenne. Dans le cadre de cette mission-là, puisque vous avez compris, nous interrogeons tous les acteurs et nous souhaitions donc aussi interroger cet acteur très particulier qui est le consommateur français, mais tellement essentiel puisque, en tout cas, nos yeux en tant que députés politiques sont tournés en permanence vers eux. Et donc, très logiquement, nous souhaitions les associer aussi et les entendre. Et je dis ça pourquoi ? Parce que nous avons décidé de consacrer aussi des questions autour de l'offre de sport gratuite et cette idée de service de sport minimum. Donc, on les a questionnés là-dessus. Et également sur une idée pour revenir sur le décret d'événements d'importance majeure que j'ai pas pu discuter dans le cadre du projet de loi dont je vous parlais, du dernier projet de loi donc de protection des œuvres parce qu'il était considéré comme non recevable. Si je me trompe pas, mais je pense que je me trompe pas. Et en tout cas, c'était un amendement qui tendait à créer en fait je dirais des événements d'importance régionaux. Et en cela, y associer aussi l'idée que ces événements d'importance régionaux pouvaient être diffusés par des chaînes régionales, et au même titre que les événements d'importance, donc on va dire nationaux. Bon, bref, avoir un peu ce degré ce niveau de précision, parce que bon, je vais pas refaire l'histoire, mais vous savez que très bien que le sport est un animateur de beaucoup de choses et bien sûr et principalement de vie. Donc on a aussi posé des questions dans ce sens-là pour voir effectivement quel est ce ressenti. Mais vous, que pensez-vous Enfin, que pensez-vous ? Je pense que vous allez en penser du bien vu l'organisation de votre service. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est un message que je vous donne. Derrière toutes ces intentions, je dirais, vous avez face à vous des députés engagés pour le sport et qui sont très attentifs aussi à ce que des moyens soient alloués pour le sport, mais soient surtout donc contributifs au sport lui-même. Et pour ça, voilà, il faut, c'est effectivement des preuves d'intention. Donc, est-ce que aujourd'hui, au vu de ces questions-là et peut-être de cet événement d'importance régionaux, un service comme le vôtre, et je pense donc aux services locaux décentralisés que vous avez, serait intéressé par la diffusion Pardon, je ne sais pas si je peux répondre au nom de France Télévisions. Ce que je peux vous dire, c'est que... alors ça va être intéressant d'ailleurs. C'est bien qu'il y ait cette enquête parce qu'on va pouvoir avoir, je dirais, des éléments concrets. C'est vrai que nous, le service public, on est au service du public. Donc on fait beaucoup aussi de... Puis on a la chance d'avoir des audiences, donc on voit ce qui plaît au public ou pas, et on voit aussi à travers la diversité des épreuves comment on arrive à essayer de toucher le maximum de communautés, même si on ne peut pas être exhaustif. Mais c'est vrai qu'au niveau régional, c'est intéressant. Alors, moi je trouve ça intéressant parce que j'imagine que dans les pays de sport d'hiver, dans les Alpes, tout ça, ils vont avoir envie qu'il y ait du ski ou des sports d'hiver sur des chaînes gratuites comme France Télévisions. Alors nous, on le fait un peu. On le fait à travers les Jeux Olympiques d'hiver. On le fait à travers notamment des championnats du monde de ski. On ne peut pas tout faire. J'imagine qu'il y en a d'autres, ça va être plus le rugby, d'autres le foot, d'autres certains sports mécaniques, d'autres peut-être du vélo. On fait énormément de compétitions de vélo au niveau régional. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait déjà beaucoup. Et c'est pour ça que quand on vous parle de 4000 heures, il y a énormément d'heures qui sont régionales. Et c'est assez intéressant pour nous d'ailleurs de voir toute cette richesse. Donc j'espère qu'on pourra, je dirais, répondre positivement, en tout cas aux souhaits des Français en région. Donc vous pourrez relayer cette information sur vos médias, différents médias, puisque l'idée c'est effectivement que le plus grand nombre puisse s'exprimer, et notamment cette question est liée à une question, un thème que vous avez abordé, puisqu'on pose très concrètement la question si la personne qui est interrogée, en tout cas les Français, sont favorables à l'autorisation de la publicité sur les chaînes publiques après 20h, afin de financer donc la diffusion des grandes manifestations sportives. Non, parce que nous, on est un peu, vous savez, on est des parlementaires qui discutons le budget chaque année, et vous savez, les taxes affectées, on connaît dans le sport. Et il est vrai qu'on est, enfin en tout cas, je crois qu'on a des points de vigilance maintenant de savoir, et on sait que le sport contribue, mais il a besoin aussi d'être soutenu et d'avoir des objectifs ambitieux. D'où la question sur politique d'investissement dans les droits sportifs, la tendance et les ambitions, bien sûr, que vous avez en la matière. Même si on comprend que le ticket d'entrée, mais encore une fois, ça reste un modèle économique particulier pour vous, certes, mais je pense qu'il n'empêche qu'elle occasionne donc des revenus. Et d'où ma question auquel je comprends que vous ne répondiez pas compte tenu de votre modèle, mais sur la rentabilité de tous ces investissements-là. Qu'on n'y répond pas, c'est qu'on ne peut pas y répondre. Oui, non, mais j'ai compris. Oui, j'ai bien compris que techniquement, ça vous est difficile. Comme nous, des fois, techniquement, le budget aussi nous paraît un peu compliqué dans sa compréhension. Mais bon, et on n'a pas toutes les réponses, mais ça, c'est mis à part. Je regarde juste, effectivement, ce dernier point que vous avez soulevé, c'est marrant parce que c'était une question qu'on pose systématiquement, à savoir donc cette réflexion qu'on peut avoir au fil, effectivement, des auditions que nous avons, sur un conseil supérieur du sport professionnel, mais du sport, hein, pas que du foot, qui pourrait donc être une autorité indépendante, mais avec surtout des compétences de contrôle, certes, mais aussi surtout de suivi, de stratégie, dans l'intérêt du sport français, dans toutes ses composantes, que ce soit... je dirais, dans le cadre de contractualisation de droits TV, mais pas que, dans une forme de régulation aussi économique du sport professionnel, puisqu'il y a quand même des sujets en compte, que ce soit la ligue fermée, que ce soit aussi une politique de transfert, de salary cap, enfin des sujets comme ça qui pourraient aussi être l'objet
qui intéresse donc cette autorité. Donc je comprends, puisque là vous avez carrément, donc c'est vous qui faites la proposition, en tout cas soumettez le fait que Mediapro vous suggère la création de cette autorité, c'est ça? Est-ce que c'est dans ce sens-là aussi que vous l'entendiez, ou est-ce que vous avez imaginé cette autorité que vous avez vous-même évoquée? Qu'on s'entende bien, hein. On se permet de suggérer d'une part, et on se permet de suggérer uniquement dans les domaines qui nous intéressent. Je comprends très bien les problématiques de salary cap et autres, mais ça vraiment là-dessus, on se permettrait certainement pas d'avoir un avis en la matière. Nous, ce que nous disons simplement, mais c'est tout simplement en tant que praticien des droits sportifs et de leur évolution et de la façon dont les choses se passent, c'est qu'il y a un certain nombre d'appels d'offres qui sont quand même rédigés dans le sens d'obtenir le gain immédiat le plus fort. Et ça est souvent d'ailleurs assez contre-productif et sur le long terme assez peu intéressant pour la Ligue sportive ou la fédération elle-même. Donc c'est là où un organe de régulation serait intéressant. Et après, je pense que l'affaire Mediapro l'a démontré. Hein. Si quelqu'un avait fait une simple règle de 3 en disant, voilà, ils vont donner tant de droits par an, ça veut dire qu'il faut derrière qu'il y ait tant d'abonnés à tant d'euros par mois, mais on aurait très vite compris que c'était impossible. Or, ça n'a pas été fait. Je n'ai pas à donner d'opinion sur le fait pourquoi la Ligue de foot l'a fait ou l'a pas fait. C'est pas le sujet. C'est pas ça. Mais simplement, il y a peut-être un moment où si une autorité administrative indépendante avait pu mettre son nez là-dedans, elle aurait dit, mais attendez, votre affaire, elle n'est pas viable. C'est pas possible. Et c'est ça qu'on suggère. Après, sur le reste, là, évidemment, on ne se permet pas de donner d'éléments. Ce qui nous étonne plus, c'est que Mediapro ait jeté l'éponge dès la première année, parce qu'après qu'il y a un modèle, un business plan qui prévoit des pertes dans un premier temps, puis ensuite, éventuellement, d'être plus rentable, ça, tous les modèles sont à peu près comme ça sur l'acquisition des droits, et en particulier celui-là. Mais voilà, mais c'est dès la première année le fait d'abandonner complètement. Voilà, ça. Après, on discutera 100 ans, chacun a un avis, vous avez tout à fait raison. Le problème de Mediapro, c'est simple, c'est qu'en fait, quand vous organisez un appel d'offres, vous mettez un certain nombre de critères. Et il y a forcément le critère financier. Et donc, si vous avez un acteur, quel qu'il soit, qui répond positivement à ce critère financier, vous êtes, entre guillemets, obligé de lui attribuer les droits. Donc, en fait, c'est même la Ligue qui est un peu prisonnier de ce système, je dirais, d'appel d'offres, puisque sinon, ça sert à rien de faire un appel d'offres. Donc, après, on a ce que j'appelle des aventuriers. Ces aventuriers, ils remettent une offre. Ils ont un business model qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Bon, là, en l'occurrence, il ne fonctionnait pas du tout. Ce qu'il faut, c'est essayer de prendre cet exemple qui a été une catastrophe industrielle pour essayer de voir comment on peut se préserver de ces choses-là. Est-ce que ça doit passer par une institution? J'ai envie de dire, c'est vrai qu'on aime bien en France tout réguler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'à un moment, la relation entre l'organisateur de l'événement sportif et le diffuseur aille au-delà d'une compétition tous les 4 ans qui se gagnera à celui qui fera le plus gros chèque. Nous, en tant que diffuseurs, c'est assez déstabilisant parce qu'on diffuse un événement et on va faire le meilleur travail possible. Le meilleur travail possible, c'est la meilleure exposition avec la meilleure audience. Et l'organisateur d'événement, il est content. Parce que plus il fait d'audience, plus il se dit je vais pouvoir vendre plus cher mon droit à l'événement après. Mais ça déstabilise un partenariat. Un partenariat, c'est fait pour durer. Là, les partenariats, ils sont remis en cause tous les 4 ans par cet appel d'offres. Ça va dans les deux sens. Parce qu'à un moment, un diffuseur, s'il n'est plus intéressé par une compétition, il dit non. Et là, la compétition, elle peut disparaître. C'est arrivé en France avec la Coupe de la Ligue. Foot, Coupe de la Ligue, ça ne nous intéressait plus et ça a disparu. Messieurs, il me reste à vous remercier pour votre contribution cet après-midi dans cette audition de la mission d'information parlementaire. Et on vous tiendra bien évidemment informé des suites et des conclusions du rapport. Merci, messieurs. Merci.